Salut Sophie Salut Florian. et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et cette semaine, on a une invitée. Bienvenue. Comment ça va Sophie? Moi, ça va très très bien. Super contente de parler d'un sujet qui me concerne, donc c'est chouette. Ça fait plaisir. Absolument. Et je suis sûre qu'on va avoir des retours très intéressants de la part d'une spécialiste, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc Et, bienvenue. et la spécialiste, eh bien c'est Manon Ghislain. Bonjour Manon. Bonjour, alors c'est Manon Guillain. Je Ah bah voilà, je c'est me pas suis grave, trompé. Euh, tout le monde fait Comment l'erreur, faire? c'est pas grave. Moi je travaille au Muséum, national d'histoire naturelle à Paris, sur les questions de recherche et développement, sur la surveillance de la biodiversité et notamment sur la valorisation des données de bagages d'oiseaux et un peu en dehors du cadre de mes missions, je me suis interrogée aussi sur, la place des femmes, dans l'ornithologie, notamment dans le bagage d'oiseaux et je me suis demandé pourquoi il y avait si peu de femmes qui étaient, bagueuses, d'oiseaux. Effectivement, c'est un épisode qui va être très dense aujourd'hui parce qu'on va à la fois parler de bagages d'oiseaux, ça ce sera la toute première partie de l'émission, et puis une deuxième partie où on parlera davantage de la place de la femme dans l'ornithologie. On a déjà eu l'occasion d'évoquer plusieurs femmes célèbres dans Mhm. l'ornithologie, beaucoup Ouais. moins célèbres malheureusement que les hommes, Sophie, à travers différents épisodes. On avait parlé notamment d'Elizabeth Kerr, pour Oui. ne citer qu'elle, qui est une ornithologue sud-américaine. Mais là voilà, on va vraiment rentrer dans le sujet avec Manon. Merci beaucoup Manon d'ailleurs de nous rejoindre dans cette émission pour nous parler de ces deux sujets. Avec plaisir. Alors juste avant de commencer un petit peu sur le bagage, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton travail sur Patrinat? Parce que toi tu t'occupes de la biodiversité outre-mer, c'est ça? Oui, je travaille sur, l'application du programme de surveillance de la biodiversité, terrestre. Donc c'est un programme national et donc moi je m'occupe de la déclinaison dans les outre-mer, donc notamment dans les départements, français, ultramarins. On subventionne et on met en place des projets de recherche et développement pour développer des nouvelles méthodes, quand il n'en existe pas, pour surveiller, la biodiversité dans les outre-mer et par exemple, si on valorise les données du stock, du suivi temporel des oiseaux communs, en analysant les Mhm. données, dans ces territoires. Donc on a de l'analyse à la fois d'oiseaux, mais aussi je pense d'autres espèces animales. Oui, alors moi je travaille surtout sur les oiseaux et puis pour les autres espèces animales et aussi, les espèces végétales, je laisse faire, les spécialistes parce que c'est beaucoup moins mon domaine. Eh ben, ça tombe bien, on va parler d'oiseaux, ça tombe bien. Exactement. Quels sont les oiseaux que tu étudies de ton côté avec cette mission? Nous, on travaille surtout sur les oiseaux communs dans les outre-mer et donc c'est surtout, les associations sur place qui mettent en place le stock et qui l'animent et nous, on les assiste pour valoriser les données, donc pour analyser les données et c'est surtout les espèces communes. Alors, par exemple, à La Réunion, on a le tec-tec, le tarier de La Réunion, en Guyane, on a le tyran kikiwi, voilà. Enfin, je ne veux pas tous les citer, mais Ok. c'est surtout les passereaux ou les oiseaux, communs. Et donc, dans le cadre de ce travail, tu es amené à faire ce qu'on appelle du bagage d'oiseaux. Qu'est-ce que c'est le bagage d'oiseaux, Manon? Alors le bagage d'oiseau, ça consiste à, capturer un oiseau et lui poser une bague en métal avec un numéro individuel, donc qui sera unique à cet individu et dans le but de, un jour, le recapturer ou le revoir ou le retrouver même, mort pour, savoir, avoir des informations sur sa vie et sur son parcours. D'accord. Et est-ce que vous pratiquez aussi le bagage avec des bagues colorées pour pouvoir identifier les individus de loin? Alors ça peut se faire également. Alors la base, c'est qu'on pose toujours une bague métal parce que ça, l'oiseau va la garder, toute sa vie. Mais, Mhm. il y a aussi beaucoup de programmes où il y a des bagues colorées, ce qui permet en effet de pas devoir recapturer les oiseaux et de pouvoir, multiplier les données de contrôle. On appelle ça un contrôle quand on revoit un oiseau qui est déjà bagué. Par exemple au jardin des plantes, au muséum, je ne sais pas si vous êtes déjà venu, mais il y a énormément de corneilles qui ont des Mhm. bagues, couleurs et donc Oui. on peut les reconnaître et les lire, très facilement parce qu'elles s'approchent, assez facilement pour essayer de chaparder de la nourriture. Donc Oui. il y a Ouais. énormément de contrôles qui sont faits grâce à ça.
Et on salue l'équipe de Corneille Paris qui œuvre depuis 2015 hein, justement au suivi de ces oiseaux. D'ailleurs, qui ont changé de couleur de bague il y a pas très longtemps. Tu parlais de couleur de bague, Sophie. Je crois que maintenant on est passé sur du rouge, c'est ça? C'est Oh, ça, je on est sais sur plus du rouge exactement, là attention. depuis récemment. Je suis un peu loin du Alors tout. le bagage, d'où vient-il? Pour rentrer un petit peu dans l'histoire, je vais juste faire un point rapide. Donc généralement on l'attribue fin du 19e avec justement des premières stations de bagages qui vont baguer énormément d'oiseaux. Mais on va dire que ça démarre à peu près au début du 19e siècle, notamment avec les expériences d'Audubon qui va être menée sur comment dire, sur des oiseaux américains. Mais il y a aussi d'autres séquences quelque part de bagages qui vont avoir lieu notamment aux alentours du 16e, 17e siècle, où on va aussi avoir des opérations de bagages qui vont se faire notamment du côté comment dire, de l'Allemagne, et puis aussi du côté du Royaume-Uni, on va avoir cette tradition de baguer notamment les cygnes. Je crois qu'on en avait parlé, Sophie, ensemble avec le Swan Marker, Mhm. donc c'est cette personne qui chaque année, ou bah, peut-être pas chaque année, mais en tout cas se déplace d'une année précise à une autre pour pouvoir justement remarquer les différents signes qui étaient présents sur la Tamise. Et visiblement, c'est de là aussi de se répartit comment dire, le gros du système de bagages. Et toujours avec cette espèce d'idée d'avoir une espèce de bague, ou en tout cas d'avoir une espèce de marque, hein, comme on l'a dit, une espèce de marque de couleur pour pouvoir identifier les individus. Finalement, ça n'a pas tellement changé que ça, le bagage au fur et à mesure du temps, Manon, si on reprend un petit peu le cours de l'histoire. Il y a des évolutions dans le bagage? Dans le bagage, non, en fait, c'est parti vraiment d'une volonté, scientifique de pouvoir suivre les oiseaux, notamment, historiquement, c'est surtout pour suivre leur, migration, savoir où est-ce qu'ils vont quand ils sont plus là, en hiver et hem et pardon et par quelle route ils ont emprunté, où est-ce qu'ils s'arrêtent durant leur migration. Je pense que dans les dates importantes du bagage, récemment, il y a une date importante à retenir notamment, c'est 1989 où on a décidé de mettre en place le Stock Capture, qui est un programme vraiment, protocolé et standardisé dans toute la France sur les populations, d'oiseaux, durant la période de reproduction. Donc ça va vraiment nous donner des indications sur nos oiseaux, nos populations locales françaises et donc c'était un j'allais dire un coup de génie, mais c'était, une très bonne idée de mettre ce système en place en 1989 parce qu'aujourd'hui, ça nous permet, d'étudier l'impact des changements climatiques sur, nos passereaux français grâce à Mhm. ces protocoles qui ont été très standardisés. Ces 15 dernières années, il y a aussi eu, beaucoup d'efforts de standardisation sur les autres suivis, donc qui étaient pas forcément autant protocolés ou autant standardisés d'une station de bagages à l'autre et notamment sur les stations de migration. Donc c'est en 2014 où on a décidé de vraiment standardiser ces protocoles et ça a payé également Ok, parce donc que c'est récent. oui, ça a payé parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai une doctorante qui justement profite de cette standardisation qui a eu lieu d'ailleurs quand moi-même j'étais en thèse au muséum sur les données de bagages à cette période-là en 2014. Et donc ça Mhm. permet aujourd'hui d'étudier bah, la migration des passereaux et notamment d'étudier les dates de passage, de savoir à quelle date ils passent, est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'ils passent de plus en plus tôt ou de plus en plus tard. Donc c'est vraiment, je pense, ces efforts de standardisation et de rendre les protocoles plus stricts qui ont permis, aux données de bagages d'être beaucoup plus, valorisables. Et justement, quelles sont les conclusions de ces 10 années, 12 années de protocole? Tu parlais justement de suivi de migration et de voir si les oiseaux passaient de plus en plus précocement finalement sur notre territoire. Est-ce qu'on a des résultats déjà qu'on peut communiquer, des résultats qui sont fiables sur cette période-là? Alors on a encore ce sont des résultats encore, préliminaires qu'on n'a pas du tout encore publiés parce qu'on est encore en train de travailler Mhm. dessus, mais, on aurait tendance à penser que, avec le réchauffement climatique, les oiseaux vont passer de plus en plus tard. Ça reste encore évidemment à consolider comme, résultat et ce qui est aussi ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est de comprendre, bah, pourquoi on a des décalages dans les dates de passage. Est-ce que c'est dû au climat sur leur zone de reproduction? Est-ce que c'est différent entre espèces en fonction de leurs traits, en fonction de leur stratégie de reproduction, de leur stratégie de migration? Donc c'est des choses, sur lesquelles on travaille encore. Incroyable. D'accord. Sophie, toi de ton côté, tu es amenée à baguer des oiseaux, peut-être? Non, moi Euh, j'ai posé Non? ce qu'on appelle des petits sacs à dos ici, je sais pas si c'est le même terme en Europe, mais Ah oui, des d'accord. suivis GPS en fait d'oiseaux plutôt que des bagues. D'ailleurs, tiens, c'est une question, Manon, si tu veux bien.
En France, alors je sais qu'ici en Afrique du Sud, on appelle ça des tags, mais mettons par exemple quand on pose, ces fameux petits cartons jaunes sur les ailes des vautours, est-ce qu'on appelle ça du bagage ou est-ce qu'on a un autre nom pour ça en France? On va tendance à appeler ça plutôt du marquage, Ouais, mais dans tous les cas, enfin quasiment systématiquement, quand on fait du marquage, on fait du bagage en même temps et on pose une bague métal sur l'individu parce que tous ces ouais. marquages-là, ils sont pas forcément, définitifs et donc on peut suivre vraiment l'individu tout au long de sa vie avec, la bague métal tandis que les tags, des fois, on doit les remplacer, des fois, ils peuvent tomber ou Mmh. s'abîmer, avec le temps. D'accord, OK. Mmh. Et au niveau des bagues métal et de la sécurité pour l'oiseau, parce que c'est aussi un sujet qu'on avait abordé ici. Alors il m'est arrivé de baguer des oiseaux, mais en Mmh. l'occurrence, c'était plus des échassiers, notamment des flamands et ce genre de choses. Et en fait, certains oiseaux malheureusement, se sont trouvés le bec pris dans ces bagues-là pour certains. Donc il a fallu faire un peu gaffe et changer le protocole. Donc est-ce qu'au niveau de la sécurité pour les oiseaux, vous avez eu ce même genre de problème sur les spécimens bagués ou est-ce que ça a été parfait au niveau des passereaux notamment? J'ai pas trop le souvenir enfin, j'ai jamais entendu ça. En fait, on essaye d'adapter vraiment la taille de la bague, Oui. à la taille de l'oiseau, mais également la matière de la bague, en fait. Et c'est plutôt Mmh. l'inverse parce qu'il y a des oiseaux qui arrivaient à retirer leur bague, parce que la plupart des bagues sont en aluminium. Donc, Oui. en fait, il y a des oiseaux comme, par exemple, les corneilles, on doit mettre des bagues en acier et ce qui est Mmh. important, c'est de bien fermer la bague, correctement pour, pas que l'oiseau justement puisse coincer son bec dedans ou qu'il puisse Mmh. avoir des herbes ou des choses qui se coincent dedans et qui pourraient gêner l'oiseau. Oui. Donc ça, on Mmh. est, assez exigeant là-dessus, pour justement limiter l'impact au maximum sur les oiseaux. D'accord. Les protocoles ont évolué d'ailleurs au fur et à mesure du temps? Les protocoles non, je pense si des fois quand on va découvrir, que, par exemple, il y a quelques années, que les verdiers arrivaient à enlever leurs bagues en alu, on a changé les bagues et des fois on a des évolutions dans les tailles de bagues. On se rend compte que certaines sont plus adaptées que d'autres, ou il y a des nouvelles tailles de bagues disponibles, donc on s'adapte, en fonction de ça, mais sinon, non, les protocoles ont assez peu, évolué ou alors dans le bon sens. Alors si, oui, pardon. En fait, les protocoles, notamment les protocoles sanitaires, sur la désinfection du matériel, sur Mmh. les précautions à prendre quand on capture des oiseaux pour éviter les contaminations entre eux. Ça a beaucoup évolué, notamment récemment, notamment avec le contexte de la grippe aviaire qui fait qu'on est beaucoup plus prudent et qu'on beaucoup plus Évidemment. précautionneux. Mmh. Oui, Mmh, évidemment. Et évidemment. du coup, Alors, on a parlé de bagages. Ah, bah Sophie, oui, vas-y. non, bah, et du coup, c'est intéressant parce que la grippe aviaire, on a aussi ça par ici et quelles sont les mesures spécifiques qui ont été mises en place pendant le bagage, pour pallier à ça? Alors, on a des mesures un peu qui dépendent de l'intensité de l'épidémie dans la région où on se trouve. Notamment, nous, cet hiver, au Jardin des Plantes, on ne prenait plus, d'aide-bagueurs. Donc les aide-bagueurs, c'est les personnes qui vont être en Mmh formation. mh. Donc on baguait que entre personnes, qualifiées ou qui avaient vraiment, l'habitude, de faire du bagage. On portait un masque, on désinfectait le matériel, très régulièrement, donc toutes les demi-heures entre chaque tournée d'oiseaux. On utilise, les petits pochons de contention, on les utilise qu'une seule fois, pour un oiseau et alors qu'habituellement on pourrait les retourner, les secouer et mettre un autre oiseau dedans, là on les utilisait qu'une seule fois et on Ouais. prend le maximum de précautions. On se lave les mains régulièrement aussi et on désinfecte Mmh. les mangeoires régulièrement aussi, quand on utilise des mangeoires pour attirer les oiseaux. Oui, d'accord. Bah, c'est marrant que tu parlais justement d'aide bagueur parce que toi, de ton côté, Manon, tu es bagueuse d'oiseaux certifiée. Ça veut dire quoi? Certifiée, ça veut dire que j'ai passé un examen de qualification, Mmh. pour devenir bagueuse et donc ça veut dire que j'ai, une autorisation de capturer les oiseaux pour, les baguer et en fait, le ministère délègue au CRBPO, ce pouvoir de donner des autorisations. Alors le CRBPO, c'est le Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux. C'est une plateforme du muséum qui s'occupe de coordonner le bagage en France et donc Mmh mh. on nous délivre une autorisation de capturer les oiseaux, pour les baguer, dans des cadres précis, en suivant des protocoles précis évidemment. En quoi consiste cette certification? Parce que ça a l'air quand même d'être assez long. Tu mettais sur ton LinkedIn que tu avais passé 3 mois de certification? Alors pour devenir, bagueur généraliste, c'est pas 3 mois, c'est 3 ans. Donc au minimum, en général, on se forme pendant 3 ans pour apprendre les gestes du bagage, pour apprendre à identifier les oiseaux, leur sexe, leur âge. Donc toute cette formation, elle se fait très souvent de façon bénévole. On va sur des camps de bagage l'été
pour apprendre tout ça, donc c'est minimum 3 ans, en moyenne 3 à 5 ans. Ensuite, quand on se sent prêt, on peut passer une formation et un examen théorique. Donc l'examen théorique, ça va Mhm. être surtout de la reconnaissance d'oiseaux, sur photo et si on obtient cet examen, on peut, passer un examen pratique qui consiste à une semaine de bagage en autonomie sur le terrain où on a un évaluateur qui va venir, vérifier ce qu'on fait, si on met, pas les oiseaux en danger, si on est rigoureux dans nos données et si on Mhm. se trompe pas. Oui, parce qu'on a parlé du bagage, parce que on le dit à nos auditeurs, à nos auditrices depuis très souvent, Sophie, que ça consiste à mettre une bague aux oiseaux, mais vous ne faites pas que ça lors du bagage. Il y a tout un protocole qui est suivi. Concrètement, quelles sont les différentes étapes qui se posent lorsque vous avez un oiseau que vous devez baguer? Et est-ce que ces étapes diffèrent en fonction des oiseaux que vous avez? Sophie parlait des échassiers tout à l'heure. Est-ce que le protocole va être différent si on a un passereau ou un échassier par exemple? Oui, alors le bagage le plus répandu, c'est le bagage des passereaux, donc qui se fait avec des, filets verticaux qu'on appelle des filets japonais. Donc on va, capturer les oiseaux dans ces filets qui permettent de capturer les oiseaux sans les blesser. Ensuite, on les met en contention dans des petits sacs en tissu pour qu'ils soient, dans le noir et dans l'obscurité pour qu'ils restent calmes. Ensuite, on va les amener à la table de bagages et on va donc les sortir du sac, leur poser une bague, déterminer leur espèce, leur âge, leur sexe. Donc tout ça, c'est quand c'est possible avec le plumage notamment et ensuite on peut Mhm. prendre différentes mesures biométriques comme le poids, la longueur d'aile, la longueur du tarse pour un peu aussi évaluer leur état de santé ou savoir de quelle population ils viennent. Donc tout ça, ça dure, moins de 2 minutes pour limiter vraiment le stress et ça, c'est surtout sur les passereaux. Après selon les espèces, il y a des programmes scientifiques très spécifiques avec des méthodes de capture très spécifiques. Par exemple, sur les, balbuzards pêcheurs, on va monter aux arbres pour, baguer les jeunes qui sont dans les nids aux arbres, en hauteur. Donc souvent, on fait appel à des élagueurs. Après, par exemple, sur les canards, on a d'autres méthodes de capture avec des grandes nasses flottantes, qu'on appâte sur l'eau. Donc ça dépend beaucoup des espèces, mais le plus répandu, c'est quand même le bagage des passereaux. Oui, j'imagine. C'est aussi le plus simple, enfin, c'est plus simple de faire beaucoup d'individus que d'autres programmes où c'est vraiment contraignant et c'est vraiment, une grosse logistique. Oui. Et il y a des dates dans ces justement bagages. Donc, j'ai l'occasion d'avoir un centre de bagages pas très loin de chez moi qui généralement installe ses filets aux alentours de début septembre pour la capture des oiseaux en migration. C'est vraiment les périodes, on va dire, les plus propices pour justement réaliser ces bagages et avoir le maximum d'individus possible. C'est ça. Ou est-ce que ça change en fonction de la région géographique? Alors la grosse saison dans toute la France, c'est le ce qu'on appelle l'automne, mais pour nous l'automne ça commence, fin juillet et donc c'est pour la migration post-nuptiale, des oiseaux, donc juste après la période de reproduction et c'est là qu'il y a le plus d'oiseaux parce qu'il y a les adultes et les jeunes de l'année qui sont nés dans l'année et tout le monde part en migration vers le sud, donc ça commence fin juillet et des fois on s'arrête, jusqu'à début novembre. Alors selon les stations de bagages, c'est pas forcément les mêmes dates parce que ça dépend aussi des emplois du temps de chacun. Et en fait, c'est là qu'il y a le plus d'oiseaux parce qu'après, donc, les oiseaux vont hiverner, donc soit dans le sud de l'Europe, soit en Afrique. Et au printemps, ils vont remonter, mais il y a énormément de mortalité durant la migration et sur les sites Bien d'hivernage. sûr. Donc au printemps, il y a beaucoup moins d'oiseaux quand on bague, quand on les récupère au printemps sur leur retour. Hmm. Et en outre-mer, ça se passe différemment? Il y a très peu de bagages en outre-mer. Il y a des programmes, sur des Ok. espèces, particulières. Par exemple, le crabier blanc à Mayotte pour mieux comprendre les populations, de cette espèce qui est en danger. Mais c'est assez limité les programmes de bagages. Il y a pas forcément ces études de migration parce que, bah, la migration n'est pas du tout pareille. Là, en France, on a vraiment cette particularité d'être le carrefour migratoire, des oiseaux, européens. Ce qui est pas forcément le cas sur des îles, ultramarines ou en Eh oui. Guyane. Mmh. Donc Ouais. il y a quelques suivis ponctuels, locaux, mais c'est assez peu développé, notamment parce que, il y a assez peu d'occasions de se former et les gens restent assez peu longtemps en général quand ils partent en outre-mer travailler et c'est vrai que ça Ok. manque beaucoup de personnes qualifiées. Hmm. Sophie, tu voulais dire? Ah non, non, moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que quand je suis partie, alors j'étais partie à La Réunion, à l'île Maurice, j'ai pas vu beaucoup d'oiseaux baguets au final, il y avait pas grand-chose sur place.
Il y avait beaucoup d'oiseaux, mais pas bagués. Bah, c'est vraiment des programmes spécifiques finalement de conservation d'une espèce ou d'une autre dans ces territoires ultramarins. Oui, je pense qu'à La Réunion, ils font du bagage sur les pétrels notamment, Hmm, mais c'est vrai qu'il absolument. y a pas il y a pas cette force d'action comme en France où on est plus de 500 baggeurs, hem, Mmh. c'est plus difficile, dans les outre-mer. Alors une question qui m'est parfois posée, Manon, lorsque j'ai l'occasion de parler de migration et de bagage des oiseaux, c'est comment vous faites, vous, scientifique ornithologue, pour vous y retrouver? Parce que à force de baguer des oiseaux, vous pourriez avoir des problèmes pour reconnaître, pour quelque part reconnaître certains programmes justement d'identification de ces oiseaux, peut-être des chiffres qui se confondraient. Admettons que eh bien, un pays décide d'utiliser la même nomenclature que vous, bah, on pourrait avoir aussi des résultats qui se confondent. Donc comment finalement on pilote ça au niveau national et même au niveau international, bah, pour éviter qu'on se prenne les pieds dans le tapis? Alors au niveau national, on a donc le CRBPO qui coordonne tout ça, qui commande lui-même les bagues et qui va les fournir, aux bagueurs et aux bagueuses, ce qui évite d'avoir, des doublons de bagues notamment et donc sur ces bagues, on a, un numéro unique et il y a également écrit, Muséum Paris pour que si l'oiseau est capturé dans un autre pays, on sache à qui, demander l'information, à qui faire remonter la donnée. Et au niveau européen, on est organisé en réseau qui s'appelle Euring et c'est un peu le réseau, des centres de bagages de chaque pays. Alors nous, en France, on n'en a qu'un, mais par exemple en Espagne, il y a 5 centres de bagages et donc tout Mhm. ce réseau maintenant qui depuis très récemment est devenu une association, se réunit, 1 ou 2 Ok. fois par an pour se coordonner, pour, échanger sur les façons d'échanger les données, pour optimiser tout ça. Et je pense que la il y a 2 ans, la Moldavie nous a rejoints dans Euring, c'est le petit dernier entrant, mais ça marche très bien en fait, c'est beaucoup ça se base beaucoup sur du bénévolat aussi, notamment sur la gestion des données à l'échelle européenne. Il y a beaucoup de bénévolat aussi. Hmm. Sophie, ça se passe de la même manière pour vous avec justement une réunion des pays d'Afrique Ah non. qui se coordonnent autour d'un même organisme? Non, non, c'est l'Afrique, non, ça marche pas comme ça. Heu, Ah bah mais excuse-moi. par contre, ce qui se passe de la même manière, c'est qu'effectivement, c'est le gouvernement qui émet les bagues. Ok. C'est pas chacun fait les bacs dans son coin. La seule différence, je pense qu'en France, c'est pareil aussi, mais chaque éleveur peut demander, à avoir ses bagues. Mettons qu'on élève des perroquets, par exemple. Tu peux avoir tes propres bagues qui seront cette fois-ci des bagues fermées, par contre, pas ouvertes Oui. et tu peux les commander, directement. Mais il y a quand même, enfin, il y a un format à respecter avec la dénomination de l'éleveur ou le numéro et l'année et cetera. Donc il y a quand même un format à respecter, ce qui fait que normalement, il y a pas 2 bacs qui sont identiques de toute façon. Donc bah, du coup on va parler désormais bah, du mémoire de Lilou parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. On va parler d'ornithologie et des femmes présentes dans l'ornithologie. Comment t'es venue Manon l'idée de réaliser ce mémoire avec Lilou? Et puis évidemment présente-nous Lilou Buchet. Alors en fait, ça m'est venu d'un constat, le fait que dans les bagueuses généralistes, donc comme moi qui ont bagué un peu toutes les espèces de passereaux notamment, on avait, seulement 5 de femmes. Par contre, dans les personnes en apprentissage, ce qu'on appelle les aides-bagueurs et aides-bagueuses, on avait 50 de femmes. Donc on avait vraiment cette interrogation de pourquoi il y a si peu de femmes qui vont, passer, la qualification comme j'ai passé et qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénomène qui fait que les femmes n'arrivent pas à devenir bagueuses. Et donc j'avais forcément des hypothèses sur cette question, mais j'avais vraiment besoin de les confirmer, avec une méthode scientifique. Donc on a monté une équipe, avec, notamment Benoît Fontaine, donc qui travaille au CESCO, qui est un laboratoire de recherche du muséum et qui est responsable notamment du stock EPS et de suivi, de sciences participatives. Avec également Fanny Guillet qui est sociologue, elle, au CESCO et Alexandra, Villarroel-Parada qui est, elle, responsable des sciences participatives au Muséum d'histoire naturelle. Donc on a monté un dossier pour réussir à avoir une bourse, du muséum et également j'ai eu un cofinancement de Patrinat, donc pour qui je travaille et avec cette bourse, on a pu, prendre Lilou Buchet, donc qui était à l'époque étudiante en master 2 de sociologie, en stage pour 5 mois.
Le constat est quand même un peu alarmant, j'avoue, parce que ça fait quand même pas beaucoup de femmes dans la discipline et bon, j'ai relu le mémoire qui était particulièrement Mmh. instructif, sur le sujet. J'avoue que j'y connais pas grand-chose en sociologie, pour être tout à fait honnête. Mais c'est agréable à lire en tout cas, c'était un bon point. Mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment, l'absence en fait des femmes dans cette discipline, c'est assez incroyable. Et alors du coup, quelles ont été les conclusions de l'étude? Pourquoi est-ce qu'en fait les femmes sont pas présentes à ce point-là? Alors, je pense qu'on a, 4 grandes explications qui se superposent. En fait, c'est un cumul de différents facteurs. La première, c'est, un peu la charge mentale, qu'on a dans notre société sur les femmes. Donc on remarque qu'après 30 ans, dans les bagueuses, on a presque plus de femmes. Donc c'est un décrochage qui peut s'expliquer notamment par, l'incompatibilité entre le temps qui est vraiment exigé sur, les activités de bagage qui sont souvent bénévoles ou qui sont Mmh. intensives avec des horaires, compliqués et la charge mentale familiale qui va peser, de manière disproportionnée sur les femmes par rapport aux hommes. Bon ça, c'est Oui. un fait de notre société sur lequel on ne peut pas forcément agir. Ensuite, un 2e, axe qu'on a exploré et un constat qu'on a fait, c'est que les femmes vont avoir tendance à sous-estimer, leurs compétences en ornithologie et dans le bagage et à se sentir, moins légitimes. Mmh. Mais ce serait un peu trop simple de rejeter la faute sur elles en disant: «Bah, c'est de leur faute, elles sont pas sûres d'elles». En fait, c'est plus que, la culture dans l'ornithologie en général et dans le bagage, elle va être très compétitive, elle va valoriser, l'endurance physique, la performance, qui bague le plus Oui. d'oiseaux, qui bague le plus vite Mmh. et ça, les femmes, elles se retrouvent pas forcément dans cette ambiance-là. Ah oui, Hem c'est sûr. Ensuite, il y avait, donc une 3e, un troisième constat, c'était sur la méthode, d'apprentissage et la méthode de validation des compétences qui sont dans Ah le oui, bagage. ah Donc oui. quand on se forme, ça marche par cooptation, entre pairs et notamment, tout au long de notre formation, on doit faire, signer un carnet de formation et valider des modules et des compétences et ça désavantage vraiment les femmes. Bah, déjà parce qu'il y a moins de femmes qui forment les aides-bagueuses et aussi elles sont moins encouragées par les hommes à passer leurs qualifications. Elles vont moins oser, demander de signer leurs compétences, et ça va être plus compliqué pour elles et en plus, au niveau du travail sur le terrain, on a constaté qu'il y avait vraiment une division genrée et que les femmes, ouais, elles vont être plus, souvent, assignées à la prise de notes, par exemple, ou au nettoyage du matériel, alors que les hommes, eux, vont plutôt se former, vont être plutôt assignés à des tâches pour vraiment se former aux compétences techniques, au bagage, au démaillage, à la manipulation des oiseaux. Et notre 4e, constat, c'est vraiment, quelque chose qui est propre au bagage, c'est le fait que ça se fait de façon bénévole, dans des stations de bagages qui sont isolées, où il y a de la promiscuité et il y a un manque de frontières claires par rapport, au milieu professionnel, par exemple. Et donc ça va vraiment créer un environnement qui est plus vulnérable aux comportements abusifs et on a remarqué que les femmes, donc dans notre enquête, elles répondent qu'elles ont, 3,5 fois moins de chances que les hommes de se sentir totalement en sécurité sur les lieux de bagage. Donc c'est un climat assez hostile qui peut également, ajouter une couche aux autres facteurs et faire que les femmes vont abandonner le bagage. En lisant certains des témoignages dans le mémoire d'ailleurs, parce que, Lilou en a fourni quelques-uns, c'était pas non plus c'était carrément toxique, hein, c'était même plus hostile à ce niveau-là. Donc Oui, c'est carrément dangereux, en fait, parce que quand on a oui, vraiment bon, encore les commentaires sexistes, bon, oui, j'imagine que dans pas mal de milieux, il y en a, j'en ai subi, certainement tu en as subi aussi, il y en a oui. partout. Heu, bon, ça encore, ça passe, mais dès qu'on commence, à partir sur des attouchements ou sur des choses de ce genre-là, c'est juste pas possible, en fait. Je Oui, oui, comprends il y a très même des bien, cas d'agression sexuelle, voilà. dont on a été, voilà, dont des gens ont été témoins ou victimes, oui. Ça commence à aller loin, en fait Eh et oui. même si ça reste des cas isolés, ben, en fait, c'est déjà trop qu'il y ait quelques cas, c'est déjà trop.
Bah, je comprends bien et puis en plus, d'après le mémoire, j'ai vu que c'était surtout donc les gens qui désirent se former, en tout cas de la jante féminine, c'était plus des femmes qui étaient plus jeunes parce que justement elles n'ont pas d'enfants à charge, d'après ce que j'ai compris. La vie de C'est famille est ça. beaucoup plus simple, donc elles ont du temps pour faire ça. Mais du coup, des femmes plus jeunes ont aussi moins d'expérience dans ce milieu-là, sont certainement peut-être, moins aptes à se défendre peut-être, vu qu'elles n'ont pas encore eu ce genre d'expérience et on leur souhaite pas d'ailleurs, mais bon, au final, elles sont peut-être un peu plus naïves, dans le bon sens du C'est terme ça. évidemment, face à Et le ça. milieu est assez, hiérarchisé en fait, avec vraiment, le bagueur qui est en position de pouvoir et les personnes, en position de enfin, en formation qui sont, Oui. en dessous et ça empire les choses évidemment. Non, oui, évidemment. Oui, c'est difficile et du coup, il y avait alors, Lilou a mentionné, il me semble, la révision, du carnet qui sert, à la qualification de bagueur, donc sur 3 à 5 ans, tu disais, mais est-ce qu'il y aurait possibilité peut-être, de revoir une nouvelle version de ce carnet pour encourager en fait la présence des femmes dans la pratique? Quelque chose qui soit un peu plus simple pour elles, de pas forcément demander comme ça, ces signatures, ces qualifications, peut-être que ce soit automatique d'une certaine manière? Il y aurait peut-être moyen, de changer ça? Alors c'est un peu compliqué parce qu'on a vraiment besoin de valider certaines compétences, mais Mmh. là, le nouveau carnet de formation qui est sorti en avril, l'année passée, donc ça va faire 1 an, il a été très mal, reçu, très mal perçu parce que, le nombre de compétences qui demandaient des signatures a vraiment augmenté et je pense qu'en Ouais. comptant toutes les signatures possibles, donc les obligatoires comme les facultatives, il fallait plus de 250 signatures, donc c'est énorme et du Ouais. coup, il y a vraiment eu une demande, au CRBPO de revoir, ce carnet de formation et de le simplifier pour pas qu'on ait à aller demander tout le temps des signatures, ce Mmh. qui est voilà, ce qui est d'autant plus difficile. Plus il y a de signatures, évidemment, plus ça va être compliqué. Est-ce que ce serait pas juste possible d'avoir un examen final et de se dire: «OK, ça marche»? Parce qu'après tout, si l'examen fonctionne, surtout qu'il y a un examen théorique et un examen pratique, d'après ce que j'ai compris. Donc ma Oui. foi, si les compétences sont acquises, normalement les 2 examens devraient être passés correctement, non? Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ça permet de savoir où on en est dans son avancement et c'est vrai que c'est une méthode pour, filtrer notamment parce qu'en fait, il n'y a que 3 examinateurs au CRBPO qui font passer le permis et donc je pense que Ah oui. faut ils peuvent pas, prendre autant de personnes qu'ils voudraient tous les ans, donc c'est un problème sur lequel ils travaillent, hein. Il faut vraiment qu'il y ait plus d'examinateurs et aussi des examinatrices, Oui. donc c'est vraiment des questions qui se posent et sur lesquelles ils veulent agir. Après c'est voilà, c'est des choses qui sont sur le long terme, mais au moins le mémoire de Lilou a eu, a révélé ce problème-là et a entraîné des réflexions sur ce sujet et voilà, évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais au moins ça va inspirer un changement. Bah, c'est bien de mettre les choses en lumière, ça Oui, les choses comme ça, il faut les dire, d'une certaine manière, donc c'est bien. C'est important d'avoir les chiffres. Merci à elle pour ce travail. Bah, j'avais une question après sur, l'origine du bagage, c'est assez récent mine de rien comme pratique, mais, elle mentionne que ça vient du milieu des chasseurs, donc cynégétique et bon, mon hypothèse du coup, c'est que ce milieu très compétitif, aurait cette origine du coup dans le milieu de la chasse qui effectivement est très compétitif et on n'a pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là non plus, malgré ce qu'ils essayent de faire dernièrement. Est-ce que du coup, il y a une possibilité d'évolution peut-être? Parce que j'ai l'impression que le milieu des chasseurs est assez fermé à ce genre de choses. Est-ce que donc le milieu du bagage serait du même style ou est-ce qu'il y a possibilité d'évolution? alors je pense que, bah, le bagage déjà s'est développé alors, enfin l'ornithologie en général s'est développée, à une époque où les sciences naturelles étaient réservées aux hommes en fait, donc déjà Et oui. historiquement, il y avait beaucoup plus d'hommes et aussi s'est développé, en étroite collaboration, aussi avec le milieu cynégétique. Alors, faut savoir que chez les chasseurs, chez les titulaires du permis de chasse, je pense que quand j'avais regardé il y a 2 3 ans, il y avait 3 de femmes. Donc on n'est pas très loin de nos pourcentages aussi, sauf que chez eux, ça augmente en fait, le pourcentage de femmes augmente tous les ans, donc même chez les chasseurs, c'est vraiment, quelque chose qui évolue. Après vraiment juste le fait de parler du sujet, de pointer des problèmes, hem et aussi on met des solutions en place, dont je vous parlerai après si vous voulez, mais rien que le fait Mmh. de
d'en parler, ça sensibilise, déjà les gens, ça les fait se questionner sur leur comportement, sur leur façon d'enseigner Mmh. et cetera et aussi je pense que, les nouvelles générations ont vraiment plus conscience de ce problème-là et que ça va avancer. Évidemment, c'est des choses qui se font sur le temps long, mais les nouvelles générations sont moins tolérantes, sur le sexisme et cetera et ce qu'on voit par exemple en Grande-Bretagne, chez les bagueurs et bagueuses, c'est que eux sont un peu plus en avance sur nous et eux, dans les jeunes générations, ils ont plus de femmes, ils voient vraiment une nouvelle vague apparaître et les hommes plus qui vieillissent c'est vraiment une nouvelle vague de femmes jeunes et bagueuses, donc qui vont permettre aussi d'inspirer, des futures bagueuses, donc c'est vraiment Mmh. chouette. Ils sont juste un peu plus en avance que nous. Non, c'est bien ça. Bah, on l'avait vu de toute façon lors de la présentation du mémoire de Lilou au CFO, au colloque francophone d'ornithologie de Rochefort qui avait eu lieu fin décembre, où d'un côté on avait les applaudissements très nourris de la jeune garde, et puis de l'autre des interventions un peu bougonnes, si je puis dire, Tu m'étonnes. des plus anciens ornithologues avec des commentaires assez particuliers, il faut le dire. Il y avait notamment ce bagueur qui disait oui, mais vous comprenez, en Turquie, ils font ça. Enfin, les femmes sont majoritaires en Turquie au niveau du bagage, donc quelque part, ça équilibre les choses. Alors, vraiment, Intéressant. c'était extrêmement lunaire. Mon Dieu. Et puis il y a eu le CRBPO qui avait pris la parole lors de cette présentation, qui a dit qu'il allait faire changer les choses. Est-ce que vous avez constaté, même si évidemment c'est long à mettre en place, des changements qui ont déjà eu lieu au sein de la communauté ornithologique? Parce que mine de rien, il y a eu un petit écho de ce mémoire. Je pense qu'il y a eu oui, il y a eu vraiment de l'écho. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant partagé et à ce que tout le monde, m'en parle. Je pense que ça a peut-être inspiré aussi d'autres initiatives parce que je pense qu'il y a d'autres choses qui se font dans les sciences naturelles et même dans les sciences en Mmh. général, donc ça fait vraiment plaisir et nous, on a constaté alors un changement flagrant, ça a été cette année à l'assemblée générale du CRBPO où, bah, déjà on avait un amphithéâtre plein, ce qui n'était jamais arrivé depuis très longtemps, avec beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Donc ça fait plaisir parce que je pense qu'il y a 3 ans, quand j'avais présenté le sujet à l'assemblée générale du CRBPO, il y avait vraiment 3 femmes dans l'amphi. Donc ça change beaucoup, et ça fait vraiment du bien. Et en effet, le C'est C un truc qu'on avait. C'est un truc, juste parenthèse, c'est un truc qui avait été remonté aussi au CFO, où j'avais discuté avec certains organisateurs qui étaient surpris de voir beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes, alors que moi, quand je me suis engagé, je me suis dit, bon, bah, je vais me retrouver avec des personnes qui vont être très âgées dans l'assistance, et pas du tout en fait. Donc, c'est un changement finalement qui est global, oui, d'une oui, certaine oui, manière. ça évolue vraiment, oui, ça fait du bien. C'est chouette et du coup, ce comment dire? Est-ce qu'il y a aussi une raison et je crois que c'était évoqué quelque part dans le mémoire. Est-ce qu'il y a aussi une autre raison pour les femmes pour devenir bagueuses? Est-ce que c'est pas aussi à cause des carrières en ornithologie justement qu'elles commencent à adopter, plutôt que juste la volonté de devenir bagueur en plus, en temps libre, à côté, pas forcément pour que ce soit professionnalisant d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a aussi ça? Parce que moi je sais par exemple, j'ai le permis de chasse, je suis une des rares femmes à Mmh. l'avoir, mais je l'ai pas pour aller faire de la chasse. La raison pour laquelle je l'ai, c'est parce que je voulais, faire de la fauconnerie et si on veut posséder des oiseaux de proie et ben il faut avoir le permis de chasse parce que c'est considéré comme une arme. Donc c'est pas je l'utilise pas pour ça du tout, je vais pas chasser le week-end, mais bon, en l'occurrence, j'en avais besoin pour ça. Donc est-ce qu'il y a aussi le même phénomène aussi du côté du bagage avec, les femmes qui en ont besoin pour accéder à certaines professions? Alors, je pense que c'est pas forcément un besoin, je pense que c mais par contre, il y a de plus en plus de bagages, qui se font dans un cadre professionnel et du coup, ça devient un vrai atout de d'avoir cette Ouais. qualification et ce titre de bagueuse justement pour le travail. Alors qu'avant, c'était peut-être plus alors je sais pas, un hobby sérieux, je sais pas comment on dit en français, mais vraiment un passe-temps mais sérieux, Ouais. pour les gens. Maintenant, ça va être vraiment de plus en plus, professionnalisé et je pense que ça fait aussi, c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de femmes qui s'intéressent, mais Mmh. malheureusement pour l'instant les chiffres n'augmentent pas pour autant. Bon, tant pis alors, en espérant peut-être que dans les prochaines années, si ça continue, ça serait bien. Oui et notamment, bah, là avec le CRBPO, on en parlait tout à l'heure, on a mis en place
On est en train de mettre en place des actions, notamment de prévention et de formation. Donc on a fait, on va diffuser bientôt un violentomètre justement des comportements, qu'on peut ou ne Ah oui. pas avoir, en station de bagages et aussi on va mettre en place un réseau de signalement où en fait le problème c'est que, bah, beaucoup de bagages se fait soit bénévolement, soit dans un cadre professionnel, mais qui ne dépend pas du muséum parce que les gens le font sur, leur boulot, enfin leur travail, mais pas du muséum et donc on manque vraiment de ce réseau de signalement qui se ferait normalement dans un cadre professionnel, mais qui là peut pas se faire et donc on met en place ça justement pour que ça change et pour limiter, enfin pour, que ces comportements cessent, les comportements de VSS. Ça, ce serait bien, oui. Et Mmh. d'ailleurs, alors ça, c'est un autre sujet et c'était bon, je saute là-dessus un peu différemment, mais est-ce que il y a des stations de bagages ou des endroits où il y a plus de femmes visiblement, qui prennent un peu comment dire? Qui essaient de se regrouper pour faire du bagage? Est-ce que on a, peut-être des statistiques différentes quant au nombre d'oiseaux qui est bagué dans ces stations-là, la manière dont c'est fait, enfin bref, est-ce que la manière féminine, en quelque sorte, diffère de la manière masculine? Parce qu'il y a pas cette compétitivité et est-ce qu'il y a des choses qui changent, au niveau des stats? Alors, c'est un peu compliqué. On n'a pas regardé ces statistiques, principalement parce qu'en fait, on n'a pas assez de données, sur, d'oiseaux qui auraient été bagués par des bagueuses, parce qu'on n'a pas assez de bagueuses et donc c'est assez compliqué à évaluer et puis souvent, en fait, il y a pas de c'est très rare qu'il y ait des stations avec que des femmes, par exemple. Souvent, c'est Ah assez oui. mixte quand même et donc c'est un peu compliqué à évaluer et je pense quand même enfin, moi, on m'a déjà témoigné que j'étais beaucoup plus, douce et délicate que d'autres bagueurs, enfin, des personnes qui ont l'habitude de venir au bagage ont déjà Oui. constaté ça. Après je peut-être, donc je pense que mais bon, c'est évidemment, on n'a pas les chiffres forcément pour le prouver, pour l'étudier, mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus de délicatesse, de la part des femmes dans la manipulation des oiseaux. Je disais peut-être qu'il faudrait encourager justement plutôt que la compétition, la bonne santé et le bien-être, des animaux, en fait. Parce que peut-être Oui. prendre plus de temps par animal ou du moins essayer de faire les choses mieux, moins rapidement, mais de manière à ce que l'animal se sente mieux. Peut-être encourager ce genre de pratique plutôt. Je sais, c'est compliqué dans un milieu, très masculin et très porté sur la compétitivité, mais j'espère que l'évolution ira de ce côté-là. Oui, oui, après en fait, il y a aussi ce challenge que, en fait, l'oiseau, il faut le manipuler le moins de temps possible parce que tout le Et temps oui. de la manipulation, ça crée du stress. Donc évidemment, il faut essayer d'aller le plus vite possible, mais ça n'empêche pas de pas forcément, jouer la compète, de vouloir faire le plus d'espèces possible ou Mmh. enfin voilà quoi, ça l'un n'empêche pas l'autre. Exactement et j'aimerais bien, ce serait bien qu'on ait cette, comment dire? Milieu en quelque sorte entre les 2 où on pourrait Oui. avoir, quelque chose qui se passe bien pour l'oiseau. C'est quand même le plus important. Tu disais Florian? Oui, et puis il y a aussi, outre le bagage, il y a aussi, j'ai l'impression, la mise au point maintenant de recherches plus élaborées, plus avancées sur certains sujets qui concernent davantage les femmes. Je pense notamment au chant des oiseaux où, Mmh, de on en avait plus en parlé. plus le chant des oiseaux femelles, Mmh. est mis en évidence. Est-ce que ça aussi, ça participe quelque part à comment dire? À faire venir plus facilement les femmes dans le domaine de l'ornithologie? Oui, oui, alors comme tu le disais, en effet, pendant longtemps, on a cru que les oiseaux femelles ne chantaient pas et il a fallu que des femmes Mmh. ornithologues étudient, les oiseaux pour se rendre compte que les femelles, chantent également et évidemment, en fait, plus il y aura de femmes, dans l'ornithologie, plus ça va inspirer, des femmes à faire cette carrière. Je me souviens que la NASA, une année, avait mis, des quotas dans son recrutement d'astronautes pour avoir un certain nombre de femmes et j'avais lu une interview de Thomas Pesquet à l'époque et on lui disait: «Mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faudrait pas plus, récompenser les compétences plus que le fait d'être une femme?» et en fait, il disait: «Bah, non, justement, le fait d'avoir plus de femmes, ça va inspirer, plus de petites filles à devenir, astronautes plus tard, donc c'est vraiment important» et puis là, on voit qu'on a une astronaute qui part, vers la Lune, donc c'est Mmh. que ça a marché aussi, donc Mmh. non, non, c'est très important, et aussi, enfin oui, vraiment pour pouvoir,
m'entourait. On a quelque chose qui s'appelle l'homophilie, qui fait qu'on va plus forcément, se tourner vers des gens qui nous ressemblent et donc les hommes vont plus facilement apprendre le bagage à d'autres hommes et les femmes vont plus facilement apprendre à d'autres femmes. Donc c'est important qu'en fait on en ait plus, pour augmenter justement ce nombre en espérant que ça fasse une croissance, exponentielle. On espère, mais comme tu disais Mmh. au début, très justement, on a la charge mentale, d'une femme généralement, surtout quand elle se marie et qu'elle finit avec des enfants, qui dans sa vie, de famille, a tout simplement beaucoup moins de temps pour ce genre d'exercice et C'est ça, mais malheureusement, ouais, ouais. avec la professionnalisation aussi du métier, enfin du bagage, je pense que ça va aussi aider à mettre des cadres et des horaires de travail et ce genre de choses, Mmh. qui évidemment, faudra toujours se lever tôt pour aller baguer, mais ça va permettre aussi déjà aux femmes de le faire sur leur temps de travail plutôt que sur Ouais. leur week-end où, évidemment, les femmes, elles peuvent pas, prendre leur week-end pour aller baguer alors que les hommes, ils ont beaucoup moins de scrupules à laisser, Oui, bah, oui, leurs la femme enfants est à à la la femme. maison, hein, Oui, après voilà, tout, elle garde les enfants. donc je pense que ça peut aider aussi et moi je connais beaucoup de bagueuses qui baguent, professionnellement en fait, il y Mmh. en a très peu qui arrivent à garder cette activité bénévole, ou alors, quand elles ont des enfants, elles arrêtent, hein, c'est trop Bah, compliqué. c'est un peu mathématique, oui, c'est sûr, Mmh. parce qu'en plus, mais là, c'est un problème sociétal puisque vraiment dans l'ornithologie, au final, c'est partout, Oui, je pense. oui, oui et ça c'est un problème sur lequel on peut difficilement agir, malheureusement, enfin c'est Et faut que la oui, société évolue. ouais, c'est comme ça, Ouais. malheureusement. OK. Mais est-ce que ça évolue positivement, la place de la femme dans l'ornithologie? Parce qu'on a parlé effectivement de toutes les choses qui sont mises en place, mais est-ce que tu constates d'ores et déjà une évolution? Tu parlais justement du fait que cette année au CRBPO, il y avait beaucoup plus de femmes. On sent quand même beaucoup plus de, comment dire, on sent une évolution positive de la place de la femme dans l'ornithologie? Oui, je pense que même parmi les aides-bagueuses, enfin là, dans les chiffres, dans les estimations que j'avais faites, donc on est à peu près à 50 d'aides-bagueuses, enfin de femmes parmi les aides-bagueurs et je pense qu'il y a 10-15 ans, c'était pas pareil. Moi, je sais quand j'étais en formation, en 2010, je pense, vraiment, il y avait pas de bagueuses, du tout et on était 2 aides-bagueuses, je pense, sur toute la région, Nord-Pas-de-Calais donc vraiment ça a beaucoup évolué et ça fait plaisir et donc maintenant, il faut que ça se traduise dans les personnes qui ont le permis, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais enfin, qui ont leur qualification, ça va prendre un peu plus de temps, mais je pense que ça évolue doucement, mais ça va dans le bon sens. Hmm. Ah ça, c'est une bonne évolution. Bien, Mmh. tant mieux. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, c'était très intéressant, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce mémoire. Ça remet des choses Bah, en place. ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est un sujet évidemment qui me tient, beaucoup à cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touchait personnellement quand j'ai commencé à travailler là-dessus, donc ça fait vraiment plaisir de voir, l'ampleur que ça prend et de voir que les gens s'intéressent à ce sujet. Ouais, c'est un sujet de société en plus, hein, donc Oui. c'est intéressant pour ça. C'est Mhm. pas unique à l'ornithologie. Mmh. Oui, oui. Absolument, absolument. Manon Ghislain, cette fois-ci je prononce bien. Non, toujours Merci pas. beaucoup. C'est Toujours Guilain. pas? Guilain, Mince! Guilain. Moi qui voulais faire le malin. Bah voilà. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Manon Guillain, du coup, cette fois, c'est réussi. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission pour nous parler de bagages, pour nous parler de ce mémoire. Est-ce que tu as des conseils à donner? Tu parlais justement d'un violentomètre qui avait été mis en place par le CRBPO et d'autres outils. Est-ce que tu peux en dire plus justement pour les personnes qui en auraient besoin, notamment pourquoi pas plateforme d'aide si jamais elles sont en difficulté? Eh ben, on est encore en train de travailler dessus, ça va sortir bientôt, mais en tout cas, si vous êtes victime ou témoin, de VSS ou de comportements qui ne devraient pas avoir lieu d'être, eh ben, il faut en parler. Si vous êtes témoin, il faut pas rester sans rien faire, à rire ou à accepter la situation. Vous êtes aussi, responsable de ça et donc faut en parler, il faut trouver des solutions, il faut demander de l'aide. Nous, on va mettre en place des choses aussi. Ça prend du temps évidemment parce qu'il y a tout un côté juridique, mais voilà, n'hésitez pas à en parler à des personnes de confiance, à d'autres aides-bagueuses ou voilà, à demander de l'aide et restez pas, silencieuses, ne subissez pas ça, c'est pas normal et donc voilà, parlez-en et croyez les personnes qui en parlent.
On rappelle que ce Hmm. genre de comportement est puni par la loi. Oui, tout Oui, à fait. absolument. C'est bien de le rappeler, Mm. effectivement. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir participé à ce nouvel Avec épisode. plaisir. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir écouté. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à suivre l'émission. N'hésitez pas également à aller voir les précédents épisodes. On a parlé d'Argila, notamment ces femmes en Inde qui s'occupent d'un oiseau très particulier, une armée de femmes qui s'occupent d'un oiseau très particulier et qui d'ailleurs a sorti son 5e numéro d'Argilades, qu'on en avait aussi parlé dans le courrier de la Sterne. Tiens, on vous mettra le dernier numéro dans la description. Et puis voilà, si vous voulez avoir davantage d'informations, eh bien n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et puis on vous laissera aussi le lien du mémoire de Lilou dans la description si vous voulez le consulter. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode du courrier de la Sterne et rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous et salut à toutes. Plus.